Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 23 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après cette semaine mouvementée pour la NBA avec la trade deadline. Je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant ? Ça va super bien, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour parler trade deadline, mais pas que. Mais effectivement, ça a été le gros dossier de cette semaine NBA. Ouais, bah effectivement, parce que c'était jeudi soir, il y a eu un nombre de trades records depuis pas mal d'années, aussi de nombre de joueurs déplacés, d'équipes impliquées, etc. Au final, même s'il n'y a peut-être pas eu de trucs énormes, à part peut-être Nikola Vucevic, il y a eu pas mal de choses. Et OKC, au final, a été plutôt discret, j'ai envie de dire, avec un seul trade qui était prévu, mais au final plutôt discret, puisque le Thunder a envoyé George Hill à Philadelphie, c'est eux les heureux élus. Ce n'est pas Boston. Ce n'est pas Boston. Et à la place, a récupéré Tony Bradley, donc en provenance de Philadelphie, on reviendra sur lui après. Austin Rivers en provenance de New York, puisque c'est un trade à 3 équipes. Et ensuite 2 seconds tours, ceux de 2025 et 2026 en provenant des Sixers. Déjà Constant, ton avis sur ce trade? On avait évoqué Philadelphie comme potentielle destination pour Georgie. Je pense qu'on avait d'ailleurs même parlé de Tony Bradley en potentielle chose à récupérer. Donc ton avis sur ce trade au moment de son annonce, je crois que c'était en début de deadline, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'était à 6h moins le quart, c'était avant que tous les comptes FR passent en live. Mais ouais, Philly, c'était les équipes, je pense, quand on a parlé il y a très longtemps de ça, des équipes qui pouvaient se positionner sur Georgie, je pense qu'on a très rapidement mentionné Philly. Parce qu'il y avait plein de liens qui pouvaient se faire entre les besoins qu'avait Philly et ce que pouvait apporter George Hill, donc on en a très vite parlé. On a eu souvent l'occasion du coup de débattre d'un éventuel package. Pour le coup, c'est pas surprenant déjà de voir George Hill partir à Philadelphie et pas aux Clippers, hein, parce qu'il faut le rappeler, les Clippers ont longtemps été ont longtemps été intéressés, ouais, considérés comme peut-être la franchise en pole position pour récupérer George Hill, sauf que bon bah voilà, hein, quand on sait qu'OKC possède quasiment tous les pics dans les années à venir des Clippers, t'as pas forcément envie de les renforcer, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé il y a de ça 2 semaines. Et voilà, donc il est parti à Philly contre un package que je considère correct. Ça faisait longtemps, je pense, que j'avais abandonné l'idée qu'on récupère un first pour George Hill, parce que je me doutais bien que ça allait pas être le cas. On récupère Austin Rivers qui, on en parlera après, va peut-être pas servir à grand chose, et on récupère Tony Bradley dont la fanbase des Sixers a fait beaucoup de louanges. Ils nous ont bien hypé sur le joueur, qui est un joueur qu'on a récupéré pour compenser une certaine perte quand on évoquera pour compenser une certaine perte qu'on évoquera plus tard aussi. Donc voilà, plutôt satisfait, mais rien de bien folichon non plus. Non, c'est cohérent en fait. C'est cohérent. D'une part, je pense que Presti a pris la meilleure offre parce que des fois, quand je vois, on aurait pu avoir mieux. Et ça, c'est la pire phrase au monde dans un trade parce que il prend toujours la meilleure offre. Presti, je pense actuellement. Bon, en tout cas, ce qu'il considère comme la meilleure. Oui, voilà. Alors, on n'a peut-être pas le même avis, mais on aurait pu avoir mieux. J'ai un peu de mal avec cette phrase. On n'aurait pas eu de first en tout cas. Moi, c'est je pense ça. pas. Bah, c'est surtout qu'en plus, quand tu vois le trade de Fournier, le trade de Oladipo, tu te dis, ce qu'on a eu pour George Hill est loin d'être scandaleux, puisque Fournier, c'est 2 seconds tours, donc ce qu'on a eu. Oladipo, c'est rien. C'est presque Bradley, rien. Kelly Olynyk, et Oui. je crois qu'il y a un second tour qui traîne. Non, il y a un premier c'est un swap, c'est un swap. Ouais, un swap de l'année prochaine, si je dis pas de conneries. Donc le package est plutôt cool, tu récupères Tony Bradley qui est un jeune, comme tu l'as dit, il y a une petite hype autour de lui avec pas mal d'espoir, c'est un drafté au premier tour il y a quelques années, donc... qui est en fin de contrat cette année. Qui est en fin de contrat en plus, donc voilà, il sera testé, on va revenir sur lui. Austin Rivers, ok, on aurait bien aimé sûrement le retrader dans la foulée, mais est-ce qu'il sera un candidat au buyout, c'est possible aussi. Et 2 seconds tours qui viennent encore agrandir la collection infinie, j'ai envie de dire, de tours de draft, et notamment de second tour sur ces périodes-là. Donc moi, je suis plutôt content de ce qu'on a obtenu. Si on revient maintenant vraiment en précision sur Tony Bradley, puisque on va dire que c'est lui la principale contrepartie du trade, comme je l'ai dit, drafté en 28, il y a 3 ans du coup, 2018 ça devait, 4 ans. 4-4. Ouais. Donc petite potentiel de base, c'est une énigme depuis qu'il est dans la ligue, puisque en fait il a joué d'abord à Utah,
barré par Gobert. Ensuite, à Philadelphie, barré par Embiid, il était 3e pivot de la rotation. Et là, juste avant le trade, il profitait de la blessure d'Embiid pour se montrer. Il a fait notamment 2 très gros matchs, là, juste avant son trade. Ouais, il pose quasi un 20-10 sur Wiseman. Ouais. Il est assez grand. Il est très très long, par contre. Je crois qu'il est à 7,5 d'envergure, un truc comme ça. C'est possible. Très 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 long. Ce qui leur sort, et on a notamment parlé à plusieurs comptes FR des Sixers là, qu'on salue, c'est un joueur rim runner, pas très très athlétique, mais comme je l'ai dit, long, bien balle en main, plutôt adroit, qui fait très peu d'erreurs, qui a très peu de déchets, qui est presque jamais négatif en soi. Défensivement, c'est correct dans la protection de cercle. C'est pas le pire joueur NBA non plus sur les switches. Comparé à Moses Brown, par exemple, ça sera un peu plus cohérent. Et aussi, très bon comportement, bien aimé, on l'a vu notamment de Embiid, par exemple, qui est prêt à se développer, qui se donne, donc c'est intéressant dans notre structure d'avoir un joueur comme ça. Sachant que, comme tu l'as dit, Horford ne va plus jouer de la suite de la saison, que ton poste 5 est pas le plus fourni, sachant que Muscala ne joue pas non plus. On en parlera après, Robbie sera peut-être plus dirigé vers le poste 4 maintenant, donc en fait lui et Moses Brown vont se partager les minutes, et en gros on a 6 semaines pour le tester, voir si on le prolonge l'été prochain. Oui, c'est ça. Alors, limite, j'ai envie de te dire, je suis content qu'on ait récupéré un jeune, entre guillemets, à potentiel, plutôt que d'énième pick. Parce que ça, j'en ai déjà parlé en off, et je pense qu'on en débattra vraiment plus en longueur dans d'autres émissions. Récupérer beaucoup de picks c'est bien, mais pour moi c'est un espèce de cadeau empoisonné. Donc récupérer des joueurs, je suis très content de récupérer un jeune joueur qui visiblement a l'air de plaire aux fans des Sixers. Après ils aimaient pas Horford, donc je suis pas sûr que leur avis soit toujours soit toujours le bon, mais qui est un joueur qui a quand même eu pas de chance entre guillemets, parce que comme t'as dit, quand il arrive à Utah, il est barré par Rudy Gobert et Derek Favors aussi. Faut pas oublier que au début de Utah, Derek Favors était quand même un joueur très efficace. Il arrive à Philadelphie, il y a Joel Embiid en pivot, donc bon, quand t'as le MVP en pivot starter et que t'as Dwight Howard en sortie de banc dans une équipe qui joue le titre, c'est compliqué d'avoir autre chose que des bouts de minutes pour te développer. Et il a bien profité, comme t'as dit, de la blessure d'Embiid, ce qui nous laisse à penser que il pourrait potentiellement se développer à OKC, surtout quand on voit que on arrive à faire des 21-23 à Moses Brown, donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt encourageant pour la suite. Moi, pour le coup, j'ai pas vu assez d'images, je vais être très honnête, j'ai pas vu assez d'images de Bradley pour avoir un avis définitif sur le joueur. Pas grand monde en a vu beaucoup, parce que faudrait calculer le nombre de minutes qu'il a joué depuis son entrée en NBA, je pense qu'il est pas... Même il est cette pas saison très très tout haut, court, même tu cette vois. saison, ouais. Ouais. Il a joué un peu plus les derniers matchs parce que forcément il y avait des joueurs qui étaient out, il y avait la blessure de Joel Embiid, mais je suis même pas sûr que, tu vois, il a joué 20 matchs cette saison pour 15 minutes de moyenne. Tu vois, en 4 ans NBA, c'est 1000 minutes, quoi. C'est vraiment peu. Ouais, en fait. ouais, et puis vraiment, le moment où il joue, en fait, c'est en début de saison, quand il y a des cas de Covid et qu'il se retrouve à tourner à 8. Et là, quand il y a la blessure d'Embiid, il jouait sa petite vingtaine de minutes. Mais de ce que je vois, juste d'un point de vue statistique, ça a l'air d'être un joueur qui est quand même plutôt adroit près du cercle. Tu vois, ses pourcentages sont quand même plus intéressants. Quand tu fais un 8 sur 8 au tir, ça commence à devenir intéressant. Quand t'es à 65% au lancer à peu près, même si t'en prends très peu, ça va. Il a l'air d'être capable de faire une ou deux passes. Je pense qu'en défense, ça doit pas être le pire. De toute façon, avec Moses Brown, c'est compliqué de faire pire que ça. Mais ouais, ça a l'air d'être un joueur intéressant, intriguant. Voir ce qu'il peut donner. Après, il a 23 ans, il est pas non plus jeune. Mais potentiellement voir ce qu'il serait capable de donner. Et comme t'as dit, de toute façon, vu les velléités d'OKC sur cette fin de saison, il va avoir du temps de jeu. Ouais, on est intrigué par le profil. C'est peut-être le mot, c'est qu'on attend de voir ce qui se passe. Je pense qu'il aura... On va faire un point rotation ensuite, mais une bonne vingtaine de minutes, je pense, chaque soir. J'espère, en tout cas. C'est un pur pivot, lui, pour le coup. J'ai du mal à le voir évoluer au poste 4. Si jamais il y en a qui imaginent une paire avec Moses Brown, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir. Non. On est capable parce qu'on tente un peu tout et n'importe quoi, mais j'ai un peu de mal avec ça. Ah vache. Non, mais la raquette, Tony Bradley, il fait 2,08. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que on a quand même débuté la saison avec des pivots qui étaient presque nos meilleurs shooters et qui faisaient que s'écarter.
Et on va finir la saison avec 2 pivots qui sont Moses Brown et Tony Bradley, qui sont très grands, qui sont incapables de tirer, je pense, en dehors de la raquette ou quasiment. Peut-être un tout petit peu Bradley, mais Brown, c'est pas possible. Donc tu vas avoir quand même une modification du jeu sur cette fin de saison qui va être assez flagrante, je pense. Où bah, pour le coup, on en prendra beaucoup plus de rebonds, bah, comme c'est le cas avec Moses Brown, où tu auras beaucoup plus de dunks que de paniers près du cercle. Par contre, peut-être moins d'espace pour les drives, peut-être moins de pick and pop, ça c'est certain aussi. Oui. Tu vois, il y aura une nette évolution en fait du jeu proposé, sauf si c'est Robbie qui joue 5 par passage, lui il est un peu capable de le faire, mais voilà. Ouais, bah, ça permet au moins d'avoir une variété dans le jeu de Casey. Ça permet aussi de tester les jeunes, hein, on va pas se le cacher. De toute façon, la fin de saison, là, elle sert plus qu'à ça. Depuis qu'on a levé le drapeau blanc là sur la saison, on est dans une optique de, on va récupérer des joueurs, on va les tester. Alors tu peux toujours te demander quelle est vraiment la capacité d'évaluation que tu peux avoir sur ces joueurs pour les années futures, sachant que les années prochaines, s'ils sont conservés, ils évolueront pas du tout dans le même rôle que celui dans lequel ils évoluent actuellement. Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué toujours de dire t'as un joueur qui fait ça sur 36 minutes, est-ce qu'il va être capable de faire la même chose sur 13 ? Ça c'est compliqué, mais toujours est-il qu'on est dans une phase de test, et c'était un peu ce qu'on avait dit en début de saison quand on avait fait la revue de l'effectif. On avait dit qu'on était dans une saison de test pour savoir quel joueur pouvait s'inscrire dans les futures années et quel joueur ne pouvait pas s'inscrire dans le futur. Et là vraiment avec ces 6 semaines, avec l'absence probable de Shea, peut-être jusqu'à la fin de la saison, avec Horford qui joue pas, avec le trade de Diallo, là on est vraiment dans une phase d'expérimentation pour le futur. Complètement, sachant que un autre point à mentionner dans cette phase de test, c'est que tous les joueurs considérés ont jusqu'à 23 ans. C'est-à-dire que Justin Jackson, qui a eu 26 ans aujourd'hui au moment où on enregistre, il n'est pas considéré comme jeune, je pense. Il y a que Kenrich Williams qui a encore cette chance d'être... Je pense qu'il est tellement utile, il est tellement aimé puis son contrat est tellement faible aussi. Qu'il est encore dedans. Mais pour revenir sur ces tests, en fait, j'ai presque envie de dire que la première partie de saison, la première moitié, sera bien plus intéressante à analyser quand on voudra un peu savoir le niveau des jeunes d'OKC, en fait. Parce que là, typiquement, sur la fin de saison, Moses Brown, il va tourner en 15-15 peut-être. Enfin, mais on sait que dans le futur, ça sera pas son rôle et ça sera très compliqué pour lui de le reproduire. Donc ça sera peut-être intéressant de voir aussi sur la première partie de saison qu'est-ce qu'on a vu de ces joueurs-là, comment ils ont évolué bien entendu, mais la première partie de saison est peut-être plus représentative d'une vraie rotation NBA, j'ai envie de dire, comme elle peut être classique, parce que là on va en parler, mais là dès le premier match là, après la deadline, ça a commencé contre les Celtics avec beaucoup d'absents, des grosses rotations, en plus t'as Dort qui se blesse pendant le match, etc. Voilà, on a du Joe Scholl qui fait son apparition. La fin de saison va être longue. Et juste avant de parler de ça, est-ce qu'on peut se dire tous les deux que Austin Rivers ne mettra pas un pied à Oklahoma City? Oui. Bah oui, puisque de toute façon, il a signé pour 3 ans, mais l'année prochaine et celle d'après sont pas garanties. Donc s'il est coupé, il coûtera 0. Je pense que oui, effectivement, Austin Rivers ne mettra pas les pieds à OKC, parce que de toute façon, il y a pas d'intérêt. Ni pour lui, ni pour la franchise. Non. Donc voilà, il sera peut-être buyout là, tu vois, d'ici la période des buyouts. Il sera peut-être buyout à un autre moment, peut-être à l'intersaison prochaine, je ne sais pas, mais toujours est-il que... Je le vois bien maintenant parce que, tu vois, on a eu des nouvelles de Bradley qui avait rejoint l'équipe et qui risque de jouer le prochain match ou peut-être dans la semaine. Lui, ça stagne un peu plus, ça met un peu plus de temps, donc tu te dis, est-ce qu'ils sont pas déjà en train de négocier un buyout, tu vois? Oui, bah, c'est possible, ça me surprendrait pas non plus, mais oui, bah, toujours est-il que c'est pas, oui, il mettra pas les pieds au KC de toute façon, même s'il est coupé l'année prochaine, il mettra pas les pieds au KC. Et je pense que lui, pour le coup, pourrait entre guillemets faire du bien à certaines équipes, c'est-à-dire aux Nets, hein, puisque visiblement tous les joueurs qui sont buyout signent aux Nets, ou aux Lakers, hein, c'est selon, vous avez 2 choix. Mais ouais. Est-ce que aux Bucks il peut pas être bien? Potentiellement. Tu vois, ils sont en manque de guard, lui. Aux Clippers aussi. Ouais. Tu vois, manque de guard, lui il peut défendre un peu, il peut un peu tirer aussi. Bon, il est un peu croqueur, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, après, Après, bon. Voilà, il va pas changer la phase
du titre, mais ouais, il sera coupé, je pense. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et en parlant de couper, on va enchaîner parce que juste après la trade deadline, sans surprise, Myers Leonard a été coupé par le Thunder. Il y avait un joueur en trop dans l'effectif sous contrat. Donc c'est Myers Leonard qui a fait les frais sans surprise avec toutes les affaires hors terrain, etc. Lui, pour le coup, il reviendra plus en NBA, à mon avis. Ça va être compliqué pour lui, effectivement. Il a intérêt d'être partenaire Twitch parce que sinon, il va avoir des problèmes. Ouais. Une belle descente aux enfers là en très peu de temps pour lui. Bon, bien fait en même temps. Ah oui, après ça, si justifié ou pas, mais ouais, c'est vite tombé. Et cette semaine, hier, au moment où on enregistre le podcast, oui, voilà, le Thunder a annoncé un petit peu sorti de nulle part via une wash bomb. Toujours bien informé le Vosges. Hein. Que Al Horford allait avoir le même destin et le même traitement que Mike Muscala, c'est-à-dire qu'il n'allait plus jouer du reste de la saison. Une décision qui a été prise en accord avec Sam Presti et Al Horford, qui juge lui aussi que c'est peut-être bien pour lui, il discute avec ça, je pense, depuis le début de la saison. D'ailleurs, très classe les déclarations de Presti et surtout celle d'Al Horford. Al Horford, elle est incroyable. Qui a d'ailleurs indiqué qu'il serait avec l'équipe, qu'il allait s'entraîner, qu'il allait être sur le banc à domicile. Il voyage pas, par contre. Il voyage pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais vraiment très classe, il aura un petit rôle d'assistant coach, en fait, on va le dire. Bon, tanking, hein. Ah bah là, full tanking, là, il y a même plus de débat, là. Là, c'est même plus du tanking, là, c'est... Enfin si, c'est du tanking, là c'est du vrai tanking pour le coup. Ouais. C'est pas d'être nul comme sont les Pistons parce qu'ils ont un effectif faible, c'est vraiment là tu fais plus jouer tes joueurs forts pour histoire de perdre des matchs parce que t'es pas assez fort pour jouer les playoffs et t'es trop fort pour être dans le bas du classement. Là pour le coup c'est du vrai tanking pur et dur. Alors après tu peux te dire que déjà le fait de pas faire jouer les back-to-back à leur fort depuis le début de saison, c'était déjà du tanking en soi. Le fait de l'avoir mis au repos 4 matchs consécutifs là juste avant la trade deadline, ce qui d'ailleurs peut s'expliquer par le fait qu'à mon avis Presti cherchait des offres pour aller à Horford à ce moment-là. Et qu'il en a pas eu. Si tu veux pas le faire jouer de la saison, autant le trader quoi. Je pense qu'il a pas eu d'offre qui lui plaisait un minimum pour le faire. Voilà, donc ça peut s'expliquer. Le transfert, le fait de récupérer Tony Bradley et pas Furkan Korkmaz par exemple, peut aussi s'expliquer par le fait que Presti savait peut-être que il allait ranger à Horford au placard jusqu'à la fin de saison et que du coup il s'est dit bon bah autant récupérer un pivot avec du talent. Donc oui, effectivement, vrai move de tanking qui va permettre, comme l'a dit Al Horford, aux jeunes qui ont besoin de ces minutes, d'en avoir un peu plus, parce que lui, de toute façon, il n'a pas besoin de jouer pour cette équipe-là. Et puis, rendez-vous à la draft. Je pense très sincèrement qu'Al Horford a joué son dernier match sous le maillot de KC là face à Memphis. Je pense qu'on le reverra plus avec un maillot du Thunder. On en rediscute à la draft. Alors déjà, il sera pas buyout. Ne cherchez pas, hein, j'en ai vu certains sur Twitter. S'il n'y aura pas lui non plus avec les Nets, il y aura pas de buyout. Il reste encore 53 millions sur son contrat. Quel est l'intérêt de le buyout en plus? Ou alors il lâche beaucoup de millions comme certains ont fait, mais alors là il y en a beaucoup trop quoi. Ouais, mais on en reparle l'année prochaine, tu vois, avec comme on l'a dit, le contrat d'Al Horford, il est garanti de moitié la dernière année, donc il devait toucher 26,5, je crois que le contrat est garanti à 14. Il y a des petites clauses quand même, hein. Il est un peu plus garanti si l'équipe dans laquelle il est va en finale NBA en 2022, et il est totalement garanti si l'équipe dans laquelle il est gagne le titre l'année d'avant. Il y a 2-3 petites clauses qui peuvent faire réfléchir des contenders, tu vois. Mais toujours est-il que le processus déjà de tanking est affirmé et puis l'avenir d'Al Horford, comme ça a été très bien dit dans le tweet du Vosges, c'est que à la draft ou à l'intersaison prochaine, je pense que Al Horford va être proposé à diverses franchises. Je suis d'accord avec toi. Pour un peu étoffer ton avis, là que je partage complètement, peut-être un autre point, c'est que oui, pour moi, il sera tradé à la prochaine intersaison. L'une des problématiques, c'est un petit paradoxe en vrai, c'est est-ce que en ne le faisant pas jouer, tu perds pas un petit peu de valeur sur le joueur. Il faisait une bonne saison, on le reposait, etc. Il était à droit, enfin voilà, il faisait du bon à Horford, j'ai envie de dire. Là, en ne le faisant pas jouer, tu peux te demander quel sera son état de forme. S'il reprend la saison prochaine en octobre dans une autre équipe, ça fait quand même 6 mois d'interruption. C'est quand même assez conséquent. Mais d'un autre côté, tu
tu te prives aussi d'une potentielle blessure qui aurait pu être très pénalisante pour ce joueur-là. Et vu le professionnel que c'est, tu peux aussi te dire que lui va très bien se préparer, il reste quand même avec l'effectif pour s'entraîner, etc. Donc tu vois, t'as un petit paradoxe à ce niveau-là. Quel impact sera sur sa valeur? Je sais pas. De toute façon, moi j'ai l'impression, et on en reparlera au moment de la draft, que tu récupéreras très peu de choses contre lui. Tu récupéreras sûrement un contrat peut-être un peu plus court mais aussi négatif que lui, ou un contrat un peu conséquent pour équilibrer, et allez, peut-être un tour de draft ou quelque chose, mais pas un first, enfin un petit truc quoi. Ce qui sera toujours mieux que rien, et en plus le rôle d'Al Horford là sur cette saison en termes de mentoring, même si George Hill d'ailleurs qui a été tradé mais qui a été salué par tous les jeunes du Thunder, incroyable quoi. Enfin c'est vraiment intéressant, et puis là il va continuer jusqu'à la fin de saison puisqu'il va être sur le banc. Tu vois, quand tu vas voir des minutes avec beaucoup de Poku, beaucoup de Robbie, beaucoup de Brown et de Bradley, lui il va être en coach individuel presque pour eux, et ça c'est intéressant. Donc dans tous les cas, même si c'était une contrepartie assez faible, je trouve que son passage est largement positif. Si on devait comparer par exemple avec celui de Danny Green, s'il était resté au moment de ce trade là, je suis pas sûr que t'aurais eu cet impact là, tu vois. Non, je suis d'accord. Regarde Ariza qui est pas venu non plus, qui pour le coup voulait pas jouer, mais il a eu un... Après, je pense que ce que tu vas perdre du fait de pas le faire jouer, tu vas le récupérer en valeur avec le fait que son contrat aura une année de moins. Ouais. Je pense qu'il y a une question que j'ai vu passer sur Twitter et qui se posait, c'était à l'heure actuelle, est-ce que tu lâches des assets pour un trade à Horford ou est-ce que tu en récupères? Je pense qu'on est dans une situation où tu en récupères, mais tu en récupères pas des assets de fou non plus. Je pense que t'es pas obligé d'attacher un tour de draft à un trade à Horford comme ça a été le cas quand les Sixers l'ont tradé chez nous. Je pense pas non plus que tu vas récupérer un first round quand tu vas le trader. Non, ça c'est sûr. Un second protégé ou un truc... Un second, ça c'est possible, mais non, pas de first pour le coup. Non, c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Le joueur le mérite, mais le contrat fait que y a un problème. Faisons un petit point rotation maintenant, puisqu'on a parlé des différentes choses. La rotation, elle va être jeune. C'est peut-être le mot qu'il faut mentionner maintenant. Il faut quand même qu'on considère le fait que Shea ne jouera peut-être pas du reste de la saison non plus. C'est fort probable. Hein. C'est peut-être mieux. Parce que, alors, quand on le voit au bord du terrain, il a l'air en forme, etc. Bon, il y a certaines images où il saute, il a l'air d'avoir mal quand il retombe. Mais ce type de blessure là, c'est souvent pas très douloureux, genre on peut jouer avec, mais par contre ça peut traîner un bon moment et ça peut être chiant pour une suite de carrière si c'est pas bien pris en compte en fait, je pense. C'est la blessure qu'a Dragic au moment des finales NBA. Et Dragic, pour le coup, on a bien vu que quand il a joué, il jouait en grinçant les dents. Ouais. Je pense que ça aurait été des matchs réguliers, Dragic n'aurait pas joué, donc de toute façon je vois pas l'intérêt en fait de faire jouer chez... ça va ruiner notre tank si on le fait jouer parce qu'il va nous faire gagner des matchs. Ce serait potentiellement le fragiliser pour le futur, alors que t'en as besoin pour le futur et t'en as pas besoin là pour les 5 semaines de compétition qui restent. Il a assez montré sur le début de saison, tu sais que tu veux le prolonger potentiellement au max, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et sachant que là en plus il reste pas tant que ça de matchs, pas tant que ça de semaines de compétition. Ouais, il reste quasi 25 semaines matchs, ou quelque chose comme ça. Il est out 3 semaines, enfin tu le fais revenir, t'as une semaine où il se réadapte et tu le fais jouer les 2 dernières semaines où t'as 8 matchs et tu dois essayer d'en perdre le maximum. Il n'y a aucun intérêt en fait, donc c'est pas du tout exclu de le voir pas remettre les pieds sur le terrain. Pareil pour Bazley d'ailleurs, que ça devient un petit peu inquiétant, il est absent depuis un bon moment. Le break, hein. Ouais, qui est maintenant en week to week, pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, je crois qu'on l'a dit en live, mais ça devient un peu plus inquiétant. Donc la rotation maintenant, elle est beaucoup plus mince, elle est beaucoup plus jeune, mais elle va être intéressante à voir parce qu'il y a des joueurs qui n'auraient peut-être jamais eu une chance à NBA qui vont en avoir une. Donc là, typiquement, la rotation, comme je le disais, qu'on a pu voir contre les Celtics, elle va être probablement gardée jusqu'à la fin de saison, avec potentiellement l'ajout d'un Bazley s'il revient, peut-être de Shea, mais voilà, on a dit c'est entre parenthèses, l'ajout d'un Bradley qui jouera backup 5 de Brown sûrement, et du coup Robbie sera peut-être presque exclusivement poste 4, aura peut-être très peu de minutes en 5, alors pour l'instant il est backup au poste 5. Il est starter. Ouais, il est starter en 4, mais il est backup 5 derrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais s'il pouvait être backup cheerleader aussi, ça ferait du bien.
Si vous lisez, nous lisez, si vous faites les lives avec nous, etc., c'est peut-être avec Robic maintenant qu'on a un petit peu plus de mal, surtout que Brown performe, il faut être honnête, même si on n'est pas fan. Il progresse, hein. Il progresse, il performe, donc c'est peut-être plus Robic pour l'instant nous déçoit un petit peu, voilà. Non, donc on verra même du Josh Hall qui a eu ses premières vraies minutes, on va dire, à NBA hier, et voilà, qui va pouvoir avoir sa chance. Ça va être pas forcément tout le temps beau à regarder, mais un match comme hier où t'as accroché tout le match et tu perds dans le 4e quart-temps parce que ça fait la différence à un moment, parce que Dort est pas là aussi, c'est pas scandaleux en fait pour le développement aussi des joueurs. Non, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tu perds pour le tanking, c'est ce qu'il y a enfin pour le tanking et pour le développement des jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu perds en développant des jeunes. Enfin tu perds en te battant et du coup en développant tes jeunes. Moi je trouve ça très bien, hein. Les 2 matchs là, que ce soit contre Memphis ou contre Boston, les 2 matchs, moi je les trouve qu'ils sont parfaits, parce que voilà, tu te bats pendant 3 quarts temps, t'as des jeunes qui performent, et bon, tu perds quand même à la fin, parce que ça manque de talent, etc. Mais moi je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Après, effectivement, au niveau de la rotation, je pense qu'on va s'amuser, il y a des moments où ça va être... Je pense qu'il y a des matchs où on va prendre des vraies grosses raclées. Mais je préfère ça, très honnêtement, je préfère ça, qu'on prenne des raclées, et qu'on finisse avec un bilan qui va être moins bon entre guillemets que ce qu'on aurait pu espérer il y a 3 semaines, plutôt que de terminer 12e ou 11e de la conférence Ouest. Et ça permet de tester des joueurs en plus. Ben, tu testes tout le monde, tu testes tout ton effectif, tu testes tes two-way qui, pour le coup, il y a plus de limite de match, ça devient un contrat d'une certaine valeur s'ils font plus que le nombre de matchs prévus au départ, donc tu peux les tester en étant serein. Poku aura beaucoup de minutes du coup, et ça participe grandement à son développement. On aura beaucoup de Malédon balle en main, plus qu'auparavant quand il y avait Shea. Du Dort aussi. Lou Dort aussi, qui va avoir un rôle prépondérant. Je pense que ça va être presque être le go-to guy sur pas mal de situations. Bah, c'était le cas, là, cette nuit, là, contre les Celtics, c'était le cas, hein. C'était lui qui gérait l'attaque, hein. On a bien vu que ça avait plus la même tronche quand il est sorti. Oh bah carrément. Il y a que un peu Kenrich Williams qui en fait aura toujours le même rôle, j'ai l'impression. Kenrich Williams, c'est incroyable, hein. Il est discret mais il est efficace, hein. C'est ça, il aura toujours ce rôle de role player du coup tout le temps, mais pour les autres, leur carrière NBA se joue là pour beaucoup, je pense. Pas pour Poku et Malédon, mais pour un Ty Jerome, pour un Moses Brown, pour un Josh Hall. Ty Jerome, je sais pas. Je pense qu'il est quand même un cran au-dessus. C'est vrai qu'il a quand même un contrat garanti l'année prochaine aussi. Ouais, et puis tu sens qu'il est quand même un cran au-dessus, Ty Jerome. Non, tu vois, pour un SVI, ouais, voilà. Pour un... Ouais. Je pense que le trio, enfin le quatuor, même Svi, Roby, Brown, Bradley, je pense que, bon, là pour le coup, tu vois, genre le meilleur finit avec un contrat l'année prochaine, mais... Voilà. Non mais t'en as 3 là, t'as Zvi qui est free agent l'année prochaine, t'as Moses Brown qui est entouré, t'as Bradley qui est free agent l'année prochaine. Tu vois, si Bradley continue à envoyer des 18-11 en étant efficace et en défendant, il va peut-être réfléchir à l'idée de lui donner une place dans ton roster l'année prochaine. Ouais, en backup pivot ou un truc, ouais, je suis d'accord. Pareil pour Zvi, enfin, s'il shoot à haut pourcentage, qui met ses 9-10 points sortis de banc tout le long, tu te dis, bon, tu vois, voilà, les gars ont un truc à jouer, donc ça va être intéressant à suivre, On peut peut-être revenir sur une autre chose, c'est sur les non-trades, du coup, parce que pas mal de mouvements d'OKC, Meyers et Leonard coupé, on l'a dit, George Hill tradé, bon, Horford mis au repos, donc on n'a pas pu le trader. Est-ce que tu es déçu peut-être de ces non-trades? Donc on a parlé celui d'Orford, mais il y a peut-être aussi celui de Muscala, qui ne va plus jouer sur le reste de la saison, peut-être aussi celui de Kenrich Williams ou Justin Jackson, qui était dans quelques rumeurs. Ouais, est-ce qu'on aurait... Voilà, pour le coup, il n'y a peut-être pas eu d'offre, mais est-ce que tu es déçu ou est-ce que c'était prévisible? Non, je pense que c'est prévisible. Là où... Et puis de toute façon, c'était pas des joueurs qui avaient une valeur assez incroyable. Je pense que Kenrich Williams aurait pu avoir une valeur assez importante, entre guillemets, mais son contrat est tellement bien que OKC a dit niet. Là où j'ai peut-être des petits regrets, c'est, encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois cette saison, c'est, je trouve, on manque un petit peu d'agressivité, moi, je trouve, au niveau des joueurs. Tu vois, on est beaucoup dans l'attente de nous, on traîne nos joueurs. Je ne vois pas souvent... Alors après, il y a le côté reconstruction cette saison aussi qui fait que... Et je parle pas de superstar non plus, mais il y a un petit côté... Ah, t'as 2-3 joueurs jeunes qui auraient potentiellement être plus disponibles. Je me dis, on aurait peut-être... Alors après, peut-être que Presti l'a fait, mais je me dis, on aurait peut-être au moins pu se renseigner sur le joueur. Après, ouais, moi j'ai du mal avec ça, parce que tu sais pas ce que Presti fait, en fait, on sait pas. Ouais.
Ça se trouve, il a appelé pour aller chercher. C'est pour ça. C'est qui, Bah, c'est Bagley. Kamradish ou machin, ou Bagley. En En fait, on peut pas le savoir. Après, je suis d'accord avec toi qu'on a rarement eu un trade agressif comme ça pour aller chercher un joueur. Je l'explique aussi par le fait que c'est la reconstruction. Donc c'est assez compliqué, qu'on est plus dans un mood de se débarrasser de notamment de nos joueurs plus vieux, plutôt que de se renforcer déjà. Que la timeline prévue semble être de plus en plus longue dans la reconstruction, parce que quand on parie que sur des joueurs de 23 ans ou moins, c'est pas 26 quoi, tu vois, c'est vraiment les jeunes, et aussi que t'as confiance dans les joueurs que tu as déjà, c'est-à-dire que tu te dis ok, il y a peut-être meilleur sur le marché, mais moi j'ai envie de tester Moses Brown, moi j'ai envie de tester Zvi, tu vois. Donc ça aussi je peux le comprendre, tu vois. Moi je suis quand même par contre un petit peu déçu pour Muscala, on en avait parlé, que j'aimais bien et que j'aurais bien aimé voir trader au mieux de le faire pas jouer. J'attends de voir s'il sera coupé, parce que lui il peut le demander en soi à être coupé. C'est pas le même niveau que Corford en termes de salaire. Lui il est quand même un peu plus jeune, il y aura peut-être une ou deux franchises qui seraient intéressées pour le récupérer s'il est coupé. Après, il y a un point à prendre en compte aussi, c'est que nous on regarde tout le temps OKC, et quand on parle avec les fans, on connaît très bien les joueurs et tout. C'est ce que j'allais dire. Mais que la plupart des GM et des scouts, ils regardent pas tant que ça les matchs, ils regardent pas. Là, pour scouter le Thunder actuellement avec les joueurs qui jouent, c'est très compliqué. Tu peux pas. Donc Muscala, nous on en a une très bonne image, mais en fait elle est peut-être augmentée par le fait qu'on le côtoie, j'ai envie de dire, au quotidien. Alors que pour un GM lambda, il voit peut-être plus ses défauts, il est peut-être moins convaincu, il voit peut-être que les stats qui sont peut-être pas moins positifs que ce que l'eye test. Et puis Muscala, en vrai, un contender, tu le fais pas jouer. Ouais, tu le fais pas jouer très loin en playoff. Ça serait j'ai envie de dire une équipe playoffable et encore qui aurait besoin de quelques minutes, mais tu peux très peu le faire jouer en playoff, je pense. Ah bah oui, mais je te dis, moi Muscala, je pense que t'as un second tour, mais grand max pour Muscala. Moi j'ai pas une note estime. Le joueur est marrant, on aime bien le joueur, mais j'ai pas une estime incroyable non plus de Muscala. Après, bon, tu vois, c'est pour ça que je suis pas déçu, parce que je me dis que t'avais un joueur entre guillemets à forte valeur avec George Hill, tu l'as tradé. Les autres, c'est des joueurs qu'on aime bien, mais c'est des joueurs qui sont pas demandés. Et qui, typiquement, s'ils sont tradés, seront peut-être plus dans les rotations. Mais voilà, donc bon, après, voilà, mais ils seront peut-être coupés, tu vois, Muscala sera peut-être coupé, peut-être que Justin Jackson ou Darius Miller seront coupés aussi, mais bon, c'est pas... Disons qu'on a récupéré ce qu'on a pu, je pense. Hein. C'est pour ça qu'Orford n'a pas été tradé, c'est pour ça que Muscala, je pense qu'il n'y avait pas de marché non plus. Donc bon, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, ça me prestille. Donc il n'y a pas vraiment de déception pour moi, parce que je pense que du côté vendre, tu pouvais difficilement vendre autre chose que ce que tu as vendu. Ouais. Non, le nerf de la guerre, ça sera cet été, hein. Honnêtement, à la draft, avec les pics que tu auras ou pas, avec Orford, à la loterie, enfin, cet été, ça va être dense. Ça va Même être, à la free agency, parce qu'avec le cap qu'on va avoir, il suffit que tu trades à Orford et que tu te retrouves avec un joueur qui a un contrat un peu moins élevé. Déjà que t'as beaucoup de cap l'année prochaine, t'as du cap, t'as des trade exceptions de partout. Là, pour le coup, tu peux vraiment commencer à te poser des grosses questions. D'ailleurs, si OKC était pendant longtemps une des équipes les plus chères de la ligue, et cette année, avec les Knicks, si je me trompe pas, est une des deux seules équipes sous le salary floor, et du coup, se répartira l'argent récupéré par la taxe des autres équipes, c'est bien ça. Oui, alors il y a un autre truc aussi, qui est que je crois que tu as une limite je crois que tu as une autre limite que le salary floor. Alors si Tom écoute, il dira que j'ai tort encore une fois, comme très souvent parce qu'il est bien mieux informé que moi. Je crois qu'il y a un truc où tu es obligé d'avoir minimum tant de salaire, et si tu as en dessous de ce salaire-là, l'argent repart aux autres équipes pour le coup. Ça c'est incroyable. Il y a tellement de limites dans le truc. Mais ouais, non, mais nous on est généreux, on redonne les sous aux joueurs, donc c'est très bien. Alors Ford il va être payé pour pas jouer pendant 30 matchs, il aura une petite prime en plus. C'est ça. Tom avait tweeté que c'était en dessous du salary floor, donc on allait toucher de l'argent, donc je pense que c'est bien à peu près ce qu'on dit, mais oui, il y a un minimum, à avoir en termes de salaire. Ouais, mais je pense qu'on est au-dessus quand même. Je pense qu'on est quand même au-dessus, sinon on aurait signé un joueur pour rien, tu vois, il y aurait un truc.
Pour finir ce podcast, qui sera peut-être un peu plus court, on fera moins d'1 heure pour une fois, et c'est très bien. Constant sait que ça me tient à cœur des fois. Moi non, si ça tenait qu'à moi, on ferait des quand on est pas sur les lives, on est un peu plus short, notamment là, qu'on parle exclusivement d'un seul trade presque et d'une annonce. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé autour de la ligue, parce que, on l'a dit, on est dans un objectif de tanking maintenant, avec les trades et le Horford laissé au repos. Il y en a d'autres équipes qui sont dans cet objectif-là, on va être honnête, et qui ont bougé à la deadline. Je sais, par exemple, que tous les deux, on voulait parler d'Orlando, l'acteur majeur de cette deadline, peut-être un peu de Houston. Il faudra aussi qu'on étudie un peu ce qu'a fait Miami, parce qu'on a leur pick potentiellement, les Warriors aussi. Voilà, quelle équipe déjà pour toi a fait un grand pas peut-être vers le tanking ou va avoir une influence majeure sur notre futur choix de draft en fait? Bah, c'est pas compliqué. Moi, si on me demande quel est le grand vainqueur de cette trade deadline, je réponds Orlando sans hésiter. Mais vraiment, parce qu'Orlando, ils ont accepté le fait que ce groupe n'allait les emmener nulle part, et du coup, ils ont tout fait sauter. Ils ont envoyé Aaron Gordon à Denver, ils ont envoyé Fournier à Boston, ils ont envoyé Vucevic à Chicago. Ils ont enfin compris que c'est pas en terminant 12e de ta conférence ou en draftant chaque fois en 8 que tu vas te retrouver avec une équipe compétitive. Ils ont récupéré quand même des joueurs qui étaient pas inintéressants. RJ Hampton, tu vois, il y a Okeke qui commence à se développer aussi. Ils ont un petit socle de jeunes, avec Markel Fultz qui est blessé, avec Jonathan Isaac, avec Cole Anthony aussi qui fait une bonne saison rookie. Harry, c'est pas si vieux que ça. Non, bah après, je considère pas que c'est un jeune. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, il est pas, voilà. Tu vois, Mo Bamba va peut-être enfin avoir des minutes au poste de pivot, comme ça on va pouvoir se rendre compte qu'il est vraiment nul. Mais non, Orlando pour moi a fait un grand pas vers le tanking et vers la reconstruction, sachant qu'ils avaient déjà pas un bilan qui était extraordinaire. Je crois qu'ils ont 4 wins de moins que nous, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était déjà une équipe qui était en difficulté cette saison dans un Est. C'est ça, 4 victoires de moins, ils sont à 15-30. Voilà, dans un Est, dans une conférence Est qui fourmille d'équipes qui sont quasiment toutes en compétition pour au moins jouer le play-in. T'as Orlando qui était Orlando et Détroit qui sont un peu les deux équipes hors course. Ouais, eux ils ont fait une vraie bonne trade deadline, j'ai envie de dire. Et vraiment pour leur futur, je pense que c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire. Je suis d'accord, je te rejoins, et je me moquais d'eux souvent d'ailleurs en podcast qu'ils étaient condamnés à être moyens tout aussi. le temps. Mais là, ils ont mis un coup dans la fourmilière. Alors les trades, on peut être plus ou moins content de ce que tu as eu en échange, etc. J'aime bien Wendell Carter, hein. J'aime beaucoup. Ah oui, ouais, honnêtement, il aura des minutes. Après, c'est peut-être celui de Fournier que tu te dis, bon, est-ce que tu aurais pas pu avoir un tout petit peu mieux? Après, bon, il voilà. était il est en fin de contrat. Donc honnêtement, moi, j'aime plutôt bien ce qu'il fait. Et ils seront pas, comme tu l'as dit, peut-être pas si nuls que ça longtemps, parce qu'il y a une base cohérente de jeunes. Mais pour le coup, cette saison, là, il n'y a plus aucun doute, surtout qu'ils partent déjà avec des matchs de retard. On n'ira pas les reprendre. En termes de pire bilan, c'est presque impossible, je pense. Oh oui, tout à fait. Mais non, mais tu vois, Orlando, l'année prochaine, il se retrouve avec un 5 où t'as Markel Fultz, Cole Anthony, Okeke, tu draftes un intérieur, allez, un 3-4 haut dans la draft, avec Wendell Carter en 5. Moi, tu gagnes peut-être pas beaucoup de matchs, mais t'as quand même un bon petit truc à développer, quoi. Isaac qui reviendra, Isaac qui revient. Non, RJ Hampton que tu peux développer aussi. Moi, ouais. Je trouve que leur socle de jeunes est vraiment pas inintéressant. Je suis d'accord avec toi. Détroit qui est aussi loin dans le tanking a pas trop bougé et reste une équipe très faible. Minnesota a pas trop bougé et bien qu'il recommence de gagner un peu de matchs, risque d'être derrière OKC, ça c'est presque certain. On peut parler de Houston qui aussi s'est bien enfoncé dans le classement ces derniers temps. On se souvient de notre live de la semaine dernière, on les a on a bien tapé sur eux. Ils sont séparés de Victor Oladipo et c'est ce que je te disais en off. Je suis pas convaincu qu'ils soient plus nuls maintenant que avant, parce que quand tu récupères, bon, Bradley, certes, c'est compliqué pour lui, sa fin de carrière, si je peux dire, beaucoup de blessures, mais Olynyk leur fait beaucoup de bien, il va leur faire beaucoup de bien, je pense, surtout quand Wood sera absent. Donc potentiellement, Oladipo qui jouait un peu tout seul, qui voulait son contrat, qui prenait beaucoup de tirs, là ça va libérer Kevin Porter Jr., t'auras Olynyk cohérent. Bon, ouais, ils seront peut-être un tout petit peu plus forts. Bon, ils gagneront pas plus de matchs que OKC, mais ils seront peut-être un tout petit peu plus forts. Sacramento qui fait un grand pas vers le play-in avec leur récente série de victoires. Ils vont chercher Fox, c'est incroyable.
Ouais, ils vont chercher des role-players plutôt intéressants pour eux, etc. Donc eux, on peut peut-être presque les enlever à la course au pire choix. Les Oui, Pélicans aussi regardent vers... vers... Tu vois, ouais, les Pélicans regardent vers le haut. Donc en fait, à l'ouest, ça va peut-être pas trop bouger. À l'est, on a dit Orlando. Par contre... Ça va peut-être pas trop bouger, attention. Parce que si on parle dans notre situation à nous, mais potentiellement, Houston, par exemple, peut aller chercher Orlando. Ça, faut pas oublier ce scénario-là. Ah oui, effectivement. Effectivement, ils peuvent avoir un des 3 pires bilans. Ouais, effectivement. Et avec notre débat qu'on a eu la semaine dernière sur où il fallait se placer, donc on peut... Voilà, mais effectivement, Houston peut bouger. Washington, ça va chercher le play-in absolument. Est-ce que il y a une différence entre vouloir chercher le play-in et y aller? Mais tu te dis, à terme, ils ont 2-3 matchs de retard sur nous. Je crois qu'ils ont 3 wins de moins. Ils sont à 16-28, on est à 19-26. Donc, sachant que on a le 10e calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison, donc déjà on va pas gagner beaucoup de matchs. Washington a le 27e plus difficile. Et après, tu as Chicago là qui s'est renforcé normalement à la deadline et qui, en reprenant Vucevic, je pense, veut jouer le play-in. Oui, clairement. Et tu as les deux Toronto, Cleveland. Donc Cleveland n'a pas trop bougé, ils sont séparés de McGee, mais qui ne jouait plus de toute façon. Et de Drummond. Et Drummond, oui, mais qui jouait plus non plus, mais que ouais, en fait, il a pas été tradé, c'est pour ça que oui, du coup. Et Toronto, qui est un peu plus intriguant. Tu vois, moi je te disais, pour moi, ils vont jouer le play-in, mais après, ils sont quand même séparés de quelques joueurs. Ils ont pas lâché Kyle Lowry, moi je suis très content. Ils ont pas lâché Kyle Lowry, ouais. Parce que j'en ai un peu marre de voir les joueurs qui restent fidèles à une franchise se faire trader comme ça méchamment. Mais ouais, alors je sais pas s'ils vont jouer le play-in. Le problème c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Ils ont tradé Norman Powell principalement parce que il était free agent l'année prochaine. Enfin, il y a une player option l'année prochaine qui prendra pas. Donc ils avaient pas envie de le prolonger. Tu récupères Gary Trent qui est en contrat rookie, qui est à peu près le même genre de joueur, juste un peu moins développé à l'heure actuelle que Norman Powell. Ouais, ils vont peut-être essayer de jouer le play-in, mais cette équipe de Toronto est tellement irrégulière cette saison que c'est compliqué. Je pense que sur le papier, tu vois, on en parlait en off, il y a bientôt un Toronto OKC. Je pense que sur le papier, actuellement, Toronto nous bat. Mais est-ce que ça va être suffisant pour eux pour gagner un certain nombre de matchs, sachant qu'ils ont le 8e calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison? Je sais pas. Je pense que les prochains matchs, que ce soit pour eux ou Cleveland par exemple, sont très importants. Parce que là, tu fais une petite série de victoires où tu colles à Indiana et à Chicago en termes de bilan, ou voire tu leur passes devant. Tu veux jouer le play-in. Par contre, si tu te mets à perdre et que tu vois que l'écart grandit et que le derrière, ça t'envoie l'horizon, tu vois, tu vas vite te dire, bon, bah, on arrête de jouer au-dessus, on va descendre petit à petit, tu vois. Parce que Toronto, s'ils font reposer Kyle Lowry et tous les un peu plus vieux, ça peut aller très vite aussi, hein. Ah bah oui, mais après, c'est là l'avantage de la conférence Est, c'est que ouais, comme j'ai dit, t'as allé Cleveland qui est un peu en dessous, mais sinon t'as 12 équipes, quasiment 11 ou 12 équipes qui peuvent espérer. Ça c'est l'avantage du play-in, hein. Pour le coup, nous on va pas se plaindre, hein. Avec le play-in, Ouais. bah t'as plus d'équipes qui sont en mode on va faire un push pour essayer d'y aller, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, allez, un petit pronostic constant. Pour l'instant, on a le 8e pire bilan de la ligue. Jusqu'où on va chuter? Parce que je pense qu'on va chuter. Je pense que t'es d'accord, mais jusqu'où on va le faire? Moi je dis dans le meilleur des cas, il y a Toronto, Washington et Cleveland qui nous passent devant. Donc du coup on se retrouve avec le 5e choix. T'es à la porte vraiment d'avoir des choix très intéressants, enfin des C'est le 5e pire bilan. Oui, 5e pire bilan. Non mais je veux dire, t'as des choix, t'as une proba, c'est le mot que je voulais employer. T'as une proba qui commence à devenir très intéressante pour le first pick. En réalité, je pense que Washington nous passera devant quand même, vu leur calendrier, s'il n'y a pas de blessure. Bien évidemment, s'il n'y a pas de blessure. Parce que Bill est pas loin de se blesser hier. Donc, voilà, donc... et puis les genoux de Westbrook, le ménisque, voilà, c'est le mot que je cherchais, le ménisque de Westbrook, on sait très bien qu'il est en difficulté. Ouais, je pense que... plus maintenant, mais ça peut toujours revenir. Oui, mais t'as bien vu le début de saison, comment il était pas bien, ça peut vite... Voilà, il est plus tout jeune non plus, donc suffit d'un mauvais contact, on connaît les blessures. Mais ouais, je pense que Washington va quand même nous passer devant au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, surtout vu leur calendrier. Je pense que Toronto, je suis pas sûr. Je pense que Cleveland nous passera pas devant. Parce que ça reste une équipe forte, mais c'est pas non plus une équipe extrêmement talentueuse.
Je pense que allez, si on doit faire un prono, 6e pire bilan avec Toronto et Washington qui nous passent devant. Ce qui est, au vu des circonstances, il y a 2-3 semaines, là, quand on était quasiment en course pour le play-in, serait quand même un petit peu une bonne surprise. Ouais, depuis que j'étais venu en live dire que ça y est, je voulais jouer le play-in si on continuait de gagner. C'était il y a 10 jours. On a fait un sacré coup. On a fait un sacré coup de tanking en mode on repose tout le monde et on perd des matchs. Ah bah là. Donc oui, effectivement, je te rejoins plutôt sur le pronostic. 6e, ça me paraît cohérent. Et oui, vu le début de saison, ça sera très bien d'un point de vue draft de finir à cette position-là. Et après, à voir si la chance nous sourit avec Houston et à la loterie. Faut pas oublier aussi que là on n'a pas parlé des Warriors, mais Miami aussi. Et de Miami. Mais mon point c'était que si on n'a pas le pic des Warriors, on récupère quand même le second tour des Wolves de cette année. Et le second tour des Wolves cette année, ça va être le pire bilan, je pense, de la ligue, ou en tout cas pas loin. Et du coup, tu te retrouves avec le premier choix du second tour, qui est quasiment un choix du premier tour, hein, faut pas déconner. Donc tu te retrouves avec le nôtre de second tour, où on potentiellement peut être en 35-36, plus le 31, t'as peut-être moyen de faire un package avec les deux pour monter en 28-29. On est d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Et on n'a pas parlé du coup des Warriors et de Miami. Les Warriors n'ont pas bougé et c'est difficile pour eux en ce moment avec la blessure de Curry, etc. Et ça s'est renforcé, j'ai envie de dire, à l'ouest. Ils ont eu un calendrier compliqué aussi. Hein. Ouais. Le seul point positif, c'est que leur fin de calendrier est plus simple, donc en espérant que ça leur permette de remonter et qu'ils nous donnent leur premier tour. Après, il y a tellement d'écart avec le top 6. En fait, à l'Est, c'est bien parce que t'as que 3 équipes qui sont avec un gros bilan. Mais à l'Est, t'as 6 équipes avec un gros bilan. Faudrait qu'ils remontent dans le top 6. Là, ça va être très, très, très compliqué. Non, mais tu vois, s'ils sont 7 et que en relation... Bah si, ils peuvent être... T'as 6 équipes de l'Ouest devant, et si t'en as que 3 de l'Est devant, c'est bon. Maintenant, ils sont 20e. Oui, et bah ça fait 10. Ça peut le faire, c'est à peu près... En 21, on l'a, en 20, on l'a pas. Hein. Ouais. Donc faut qu'ils soient... faut qu'ils soient 6, ouais. Parce que là, s'ils font 7 avec les 3 de l'Est qui sont devant, ils ont le pic 20, et du coup, on l'a pas. Ça se complique. Faut qu'ils remontent dans le top 6 de l'Ouest. Et vu faut la qu'il y ait une chute bilan, devant, donc à part si les Lakers chutent vraiment, mais ça paraît, j'ai du mal à le voir. Ça va être compliqué. Hein. Ou les Spurs, pourquoi pas, mais les Spurs, les Spurs sont pas dans le top 6, oui, donc c'est pour ça que je te disais. Faudrait qu'il y ait un Portland ou un Denver. Bon, oubliez en gros le pic des Warriors. Hein. Au pire, ce sera le premier du second tour, ça va. La conclusion de ce passage, c'est qu'on va avoir le pic 31, sûrement. Oui, ou 32. Voilà. Ou 32, voilà, si Détroit continue de chuter. Si Houston aussi. Et à contrario des Warriors, par contre, Miami en ce moment nous fait un peu plus plaisir. Alors certes, ils ont signé Oladipo, ils ont pris Oladipo à la deadline. On leur a tradé Ariza qui nous a donné une petite... qui leur a donné une petite défaite. Il y a rien. Oui, il y a rien, mais bon, au final, il y a un coup de sifflet, donc bon. Et Miami qui est sur une mauvaise série, et du coup, nous donnerait un pic pas si pire que ça. 15, actuellement. Ce qui est très bien. Bah ouais, 15, il serait... Ah bah là, si t'as le pic 15, tu peux compenser déjà le fait de pas... Si t'as le pic 6, par exemple, et le 15 le soir de la loterie, et que t'as Houston, bon bah tu récupères pas le pic de Houston, tu te dis que ça pourrait être pire. Hein. Si t'as le 6, 15, 31, ouais. Si t'as 6, 15, 31, 36, bah vas-y, t'as quand même un bon petit... Tu peux faire des trucs, hein. Tu peux faire un bon petit package, hein. Ouais. Et sachant, bon, on en parle depuis longtemps, nous, mais on s'attend à ce que Miami remonte à un moment, mais ça tarde à arriver, effectivement. Bah, ils étaient remontés, là, il y a 2-3 semaines, là, quand ils avaient enchaîné les wins, ils étaient 4e, et puis, l'Est est tellement dense qu'avec 6 défaites de suite, tu te retrouves à la lutte pour le play-in, quoi. Sachant que c'est ce que je te disais, je les vois pas remonter sur les 3 premiers. Non. Je pense que Boston finiront devant eux. Et après, tu te bats avec Charlotte, New York, Atlanta, voilà. Bah déjà, c'est la même problématique qu'on s'est posée pour Golden State. Ils rattraperont pas les 3 de l'Est, et ils rattraperont pas les 6 premiers de l'Ouest non plus. Donc, même s'ils font 4e de la conférence Est, tu te retrouves avec le pic 20. Et le pic 20, t'as des trucs intéressants. Donc c'est vraiment, et c'est dans le meilleur des cas, c'est dans le cas où Charlotte s'effondre, où les Knicks redeviennent nuls, où
Boston commence à refaire n'importe quoi, c'est vraiment dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, c'est selon, tu te retrouveras avec le pick 20, qui est pas un pick inintéressant. Non, c'est un plutôt bon pick, hein. C'est cohérent, on en a parlé dans le podcast avec Alan, t'as des joueurs intéressants à ce niveau-là, on va dire. Sachant qu'ils ont le 20e calendrier le plus dur sur le reste de la saison. Ouais, enfin après, tu sais, tu joues Utah et Phoenix d'un coup, tu te retrouves avec un calendrier qui tu passes de 10e à 25e. Donc, Ouais, sachant que par exemple là dans leur équipe les plus dures à jouer, il y a les Lakers, donc selon quand tu les joues, ce sera peut-être pas... Ils vont jouer 2 fois les Wolves, tu vois, t'enlèves 2 fois les Wolves, d'un coup tu te retrouves plus 20e mais t'es 7e. Quoi. Ok, voilà pour ce petit point future loterie, futur choix de draft, tanking, qui nous donnera nos picks. On voulait conclure là-dessus pour vous faire un petit bilan de la situation, parce qu'on approche du sprint final de la saison. Il reste en gros 25 matchs à jouer pour toutes les équipes, un tout petit peu plus. Ça va aller vite. Il y en a 29 pour San Antonio et 29 pour Memphis, hein, les deux tarés. Ça va aller vite la fin de saison, la loterie approche à grands pas, enfin voilà, n'hésitez pas aussi à regarder la NCAA. Bon là les principaux prospects sont un peu... Ouais, ils sont un peu moins en course, mais c'est toujours intéressant, il y aura peut-être 2-3 paris à tenter, peut-être des joueurs de fin de premier tour ou de second tour. N'oubliez pas les simulations tankathon. C'est ça. Réflexe, vous levez le matin, vous prenez un café, vous faites une simu tankathon. Vraiment. Là, vous pouvez en avoir une avec OKC en 1 et Houston en 5 et du coup ils nous donnent leur pick, c'est les meilleurs. Ça c'est parfait, ça c'est vraiment. Renvoyez-les nous si vous les avez. On fait un florilège. On fera des captures screen. Alors, merci Constant, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine en live du coup sur Twitch. Donc abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute au compte War Thunder France, aussi sur YouTube pour les replays. N'hésitez pas à commenter ce podcast, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Apple Podcast ou ce que vous voulez, même YouTube aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires. Et voilà, on se retrouve très vite. Après, on va avoir des matchs peut-être de moins en moins intéressants, mais ça va être marrant de voir comment les jeunes évoluent. Donc soyez avec nous aussi les nuits, on peut rigoler un petit peu. Et voilà, on se retrouve très vite, à bientôt et salut. Salut.